Bonjour, kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande, et good day en Australie. Bienvenue dans le 9e épisode du podcast Voyage au bout du monde avec Antipode Travel. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans et j'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Aujourd'hui, c'est 4 filles et 1 gars dans cet épisode. Je vous emmène dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, destination Motueka et le parc Abel Tasman avec mon invitée Estelle Jacob. Puis direction le Mont Cook avec Laurine qui nous donne ses bons conseils sur la région, avec notamment la randonnée de la Hooker Valley. Prenez garde à vos affaires, le Kea n'est pas loin. Ce perroquet des montagnes est un des oiseaux les plus intelligents au monde. Sortez vos cahiers pour une leçon de biologie avec Johan, guide photographe, cofondateur d'Antipode Travel et j'ajoute vulgarisateur scientifique pour le grand bonheur de nos auditeurs. Pour le mot du jour, Lucie nous explique ce qu'est un kora. Et mon coup de cœur, le spectacle Wow World of Wearable Art à Wellington. Alors où que vous soyez pour écouter ce podcast, installez-vous confortablement et rejoignez-moi dans le pays du long nuage blanc. Allez, c'est parti pour ce 9e épisode. Bonjour Estelle. Bonjour Sandrine. Alors ça fait plus d'1 an que tu travailles avec nous, Oui. Mais tu n'es pas au bureau là à Dunedin puisque tu as choisi d'habiter à Motueka. Motueka. Alors pour situer Motueka, pour ceux qui ne connaissent pas encore la Nouvelle-Zélande. Alors Motueka se situe dans le nord de l'île du Sud, à côté du parc national Abel Tasman. Et Abel Tasman, c'est un des lieux incontournables de la Nouvelle-Zélande et beaucoup de nos clients s'y arrêtent. Donc tu as choisi un petit peu un endroit paradisiaque, on va dire. Tant qu'à faire, oui. Alors qu'est-ce qui t'a plu Estelle dans cette région ? Personnellement, c'est une région où on a un petit peu de tout. On est très gâtés parce qu'on a le parc national avec la forêt, une forêt endémique et aussi une forêt tropicale, donc avec beaucoup d'espèces aussi d'oiseaux endémiques. Il y a aussi les plages paradisiaques avec du sable blanc. On est aussi abrité avec les montagnes au sud, donc des vents plus froids, d'autres montagnes vers l'ouest avec l'humidité. Donc finalement, on a un taux d'ensoleillement qui est magnifique avec des belles plages, des belles forêts, de la montagne pas loin et des stations de ski à 1 heure de route. Oui, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Parce que bon, je vous avoue, chers auditeurs, j'aurais bien aimé qu'Estelle elle soit à Dunedin, qu'elle reste là au bureau, mais non, elle a choisi un endroit où c'est un tout petit peu plus ensoleillé qu'ici. C'est ça. C'est un des lieux les plus ensoleillés d'ailleurs du pays. Tout à fait. Nelson est l'endroit où il y a le plus de soleil en Nouvelle-Zélande, en général 10 degrés de plus que partout ailleurs, plus ou moins. Ouais, donc c'est un argument, ok. Alors, Motueka, c'est une petite ville, hein, combien d'habitants ? 6000 habitants. Et on n'est pas très très loin de Nelson. Hein. Ouais, c'est ça, 45 minutes de la ville, 35 minutes de l'aéroport de Nelson. D'accord, donc à proximité d'une ville quand même assez conséquente. Et pas très loin non plus d'Abel Tasman, mais c'est pas vraiment pile à l'entrée du parc. Hein. On va dire l'entrée du parc, c'est plutôt Kaiteriteri. Marao. Oui, Marao. Donc Marao est à 30 minutes de Motueka, Kaiteri 20 minutes. D'accord, mais tu es quand même très très proche voilà. du parc. Et combien de temps tu conseilles aux visiteurs de rester dans la région ? Donc je conseille de rester 2 nuits minimum, surtout si vous voulez explorer le parc d'Abel Tasman. Donc en général, vous allez passer 1 journée sur place, que ce soit pour faire de la rando, du kayak ou des activités de plein air. Il vous faudra donc de toute façon 2 nuits au minimum. Plus si vous pouvez, ce serait bien. C'est vrai que ceux qui aiment la marche seront ravis, hein, puisqu'il y a l'Abel Tasman, la randonnée de plusieurs jours. Mais en 1 journée, vous pouvez faire évidemment un peu de marche. Donc ce qui est un peu spécifique, c'est que ce qui est mieux, c'est de ne pas démarrer tout de suite depuis Marao, mais de prendre un bateau-taxi et de vous emmener sur une des plus belles parties du parc pour faire une randonnée et soit revenir au même point, soit à faire un aller simple et le bateau vient vous rechercher, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, le Abel Tasman Track, donc la randonnée fait 60 km, dure 4 jours, 4 bonnes journées, et c'est un aller simple. Donc on peut prendre le tronçon, on peut choisir le tronçon que l'on veut sur le parc national. Le début étant magnifique, mais peut-être moins dépaysant que le milieu ou la fin. Donc autant se servir des water taxis qui vous amènent à un point donné, comme tu viens d'expliquer. On peut marcher 3-4 heures et se baigner, il y a largement le temps, et revenir ensuite le soir. Cool le programme. Ouais, sympa le programme. Et quel est ton endroit préféré alors du sentier ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? C'est dur de répondre à ça. Je conseille soit au début du parcours d'aller à Apple Tree Bay,
Magnifique plage, ou sinon en milieu Awaroa Bay, avec les estuaires qui vous donnent plein de couleurs et plein de bleus différents dans la mer, c'est magnifique. Et sinon la plage de Totaranui à la fin, qui est énorme, et là où vous pouvez aussi voir des otaries, etc. Peut-être des manchots bleus. Voilà, mes 3 endroits préférés, au début, au milieu, à la fin. Donc il faut rester plusieurs jours, je crois, pour si tous vous les pouvez explorer. le faire en entier, oui. C'est tout en libre. Et on peut le faire à pied, on peut le faire en kayak aussi, et on peut le faire en bateau, il y a des voiliers. Oui, tout à fait. 3 expériences complètement différentes finalement. On peut aussi combiner, faire marche et kayak si on veut. Tout ça, bien sûr, à réserver à l'avance, surtout si vous venez en saison, il y a un plus... Oui, il vaut mieux le réserver à l'avance, parce qu'il n'y a pas non plus des bateaux-taxis toutes les minutes, voilà. Donc il vaut mieux. Et est-ce qu'on peut dormir dans le parc Abel Tasman? Oui, il y a différents abris de montagne donc, sur le chemin, mais il y a aussi des campements, des campgrounds, où on peut poser sa tente en fait, et ça... Voilà, les tarifs sont très abordables, il y a un petit peu de monde l'été, c'est pareil, il faut juste penser à réserver à l'avance, tout simplement. Et puis pour nos clients qui n'ont pas leur tente, il y a quand même un hébergement intéressant au cœur du parc, c'est l'Awaroa Lodge. Oui, alors celui-là, il est situé sur une des plus belles plages dont je vous expliquais tout à l'heure. Il est vraiment isolé, on y accède uniquement soit en avion, soit en bateau. Et il y a sur place un restaurant, etc. Et vous pouvez aussi faire des excursions à la journée à partir de Awaroa, où ils viennent vous chercher depuis le lodge, et vous pouvez partir en catamaran, faire une excursion à la journée après dans le parc. Ça, c'est très très chouette. Bon là, il faut 3,5, je crois que c'est clair. Alors on situe donc le parc Abel Tasman, et tout au nord, en fait, si on continue un petit peu, on arrive à cette espèce de bande de terre, on dirait d'ailleurs vu du ciel que c'est un bec de kiwi, qui est Farewell Spit. Tout à fait. Donc là, pour y accéder depuis le parc Abel Tasman, c'est une route très sinueuse, il faut prendre son temps, ça monte, et on arrive tout à l'extrémité sur le bec du kiwi. C'est ça. Donc là, on change encore de paysage, on n'est pas si loin que ça finalement de Abel Tasman. Et le paysage est très intéressant parce que Farewell Spit, c'est une grande bande de sable qui est située entre le détroit de Cook et la mer Tasman à côté. Donc d'un côté et de l'autre du banc de sable, vous allez avoir des différences de faune et de flore en fait. Et c'est vraiment une bande de terre là au bout. Ah oui. Je vous conseille, si vous pouvez, de faire un vol scénique au-dessus de cette région-là, parce que voir Farewell Spit depuis vraiment le ciel, c'est aussi vraiment magnifique. Ce que tu nous dis, Estelle, c'est très intéressant, voir depuis le ciel, puisque il faut le dire, on peut le dire à nos auditeurs. Oui, Estelle. tu peux le dire. Eh bien, Estelle, elle adore voler, elle adore en fait faire du parachutisme. C'est ça, parachutisme, et puis piloter pour le fun des petits coucous rigolos. On le fait depuis Motueka. Oui. T'as déjà ta licence ? De parachutisme, oui. D'aviation, non. Bon, faudra attendre quelques années où peut-être on pourra demander Estelle comme pilote. Mais pour l'instant, en tout cas, tu conseilles de faire un vol dans cette région, Estelle ? Si vous pouvez, oui. Et oui, les paysages sont magnifiques parce que très variés, c'est ça qui est intéressant. Depuis le ciel, vous allez voir l'océan, bien sûr, les forêts, les montagnes enneigées. Et en 1 heure, on voit vraiment pas le temps passer, c'est magnifique, tout simplement. Si on revient à Motueka, Estelle, est-ce que tu as un petit peu des bons plans à nous donner, peut-être pour un bon resto ou un café ? Un café, oui. Il y a le Smoking Barrel, en plein centre-ville. Donc oui, ils font des très bons cafés. Ils sont très connus pour leurs donuts, faits maison, le matin. Très très bon, approuvé, testé. Et le soir, ils font un bon dîner aussi, très bon saumon d'ailleurs, je me rappelle. Et sinon, le soir, si vous voulez un peu plus d'ambiance, il y a la brasserie à l'entrée de Motueka, Townsend Brewery, où ils font leur propre bière, Craft Ale, fait avec les houblons poussés à Motueka et à Riwaka. Si vous voulez de la bonne IPA néo-zélandaise, c'est là qu'il faut aller, avec des petits live shows et des petits live bands de temps en temps, un peu sympa. Un vrai conseil d'une personne qui vit dans le coin. Voilà. Et c'est en effet une région où il y a beaucoup de micro-brasseries. Tout à fait. Parce que le houblon est cultivé là-bas, donc il y a le choix dans la région. Voilà. Et du houblon qui est recherché partout dans le monde, en fait, et qui est très cher à l'achat, qui donne des notes très sympas à vos bières. Voilà. Très bien, merci beaucoup Estelle. Peut-être juste une dernière petite question au sujet d'une plage préférée dans la région de Motueka, parce que je me rappelle moi y être passée en vacances et en fait on s'était baigné dans la rivière
Oui. Pas sur la plage. Okay. Mais quelle serait la plage que tu conseillerais dans le coin? Alors, il y a une plage à Motueka, si vous voulez pas trop faire de route et juste aller vous baigner à la fin de la journée. Il faut juste aller en fait prendre la route du Golfe et puis continuer tout droit. Il y a un petit estuaire à passer, c'est rien du tout et après vous arrivez sur le sable. Ou si vous voulez faire 15 minutes de route, je vous conseille la plage de Little Kaiteriteri. C'est juste avant d'arriver à Kaiteri, la petite plage avant, il y a moins de monde et très joli sable blanc, très sympa. Parfait. Et écoute, je crois qu'on aura tous envie de venir te voir. Hein. On va pas te demander ton adresse, mais peut-être on ira boire un verre ou une bière. Merci Estelle. De rien, merci. À bientôt. À bientôt. Laurine a travaillé avec nous pendant un an en 2023 et je lui ai demandé un petit peu ses coups de cœur en Nouvelle-Zélande puisqu'elle a non seulement travaillé avec nous mais elle en a aussi profité pour bien visiter le pays. Et donc voilà, elle a choisi de nous parler du Mont Cook et notamment de la randonnée, la Hooker Valley Track. Bonjour Laurine. Bonjour. Alors quel est ton coup de cœur ? Si vraiment je devais citer un coup de cœur, je crois que ce serait le Mont Cook, qui m'a vraiment impressionnée. Donc le Mont Cook, c'est le sommet le plus haut du pays. C'est vrai que le jour où je suis arrivée au Mont Cook, il faisait pas très beau, très nuageux, je voyais pas vraiment à 100 mètres, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre en arrivant. Et puis finalement, après 18 heures, le soleil est arrivé, c'était pendant l'été, donc les journées sont plus longues. Je me suis dit, je vais pas manquer ça, je vais commencer la fameuse randonnée qui s'appelle Hooker Valley Track. Donc à 18h, je chausse mes chaussures et c'est parti. Et en fait, ça ferait à peu près 1h30 de marche. J'arrive devant le Mont Cook sous ce grand ciel bleu, seulement quelques nuages, mais suffisants pour faire des beaux clichés. Et c'était vraiment impressionnant. Alors ça se mérite, hein. C'est ça que tu veux nous dire. C'est ça. Parce que j'ai vu au début une montagne, sous les nuages. Je me suis dit bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas vraiment impressionnant. On en parle beaucoup, mais je suis pas conquise. Et en fait, c'était pas du tout la bonne montagne. Il faut vraiment marcher un peu plus pour aller au pied du Mont Cook. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Et du coup, j'en ai profité pour observer le coucher de soleil sur le Mont Cook. C'était vraiment génial. C'est vrai que la météo nous joue des tours dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais il faut pas se laisser abattre quand on voit un ciel couvert ou un peu de pluie parce que ça change très vite, hein, c'est ça. Oui, exactement. On peut vraiment passer d'un temps super nuageux à un grand soleil en une demi-heure, donc il faut jamais désespérer. C'est ça. Et tu peux nous décrire un petit peu cette randonnée du Hooker Valley Track qui est vraiment un must à faire. Alors peut-être déjà décrire comment on se rend, non pas au Mont Cook, mais en fait au village, un Mont Cook Village. Oui, c'est ça. Alors en fait, souvent on part de Lake Tekapo et puis on longe aussi le lac Pukaki. Et puis, on va dire, c'est à peu près 3/4 d'heure de route pour rejoindre Mont Cook. Et c'est un aller simple, hein, on peut pas. Ensuite, c'est la fin. Exactement. La route ne continue pas après le village. Donc, il faut se garer sur le parking. Et ensuite, c'est environ, 1h30 de marche en y allant tranquillement, juste pour l'aller, pour se retrouver au pied du Mont Cook. Et c'est très simple, c'est tout plat. Il y a quelques ponts suspendus. C'est vraiment un chemin agréable et facile d'accès. Oui, je confirme, c'est vraiment une balade facile. Moi, je l'ai faite en famille et c'est magnifique. Hein, c'est en effet plat, il y a très très peu de montée. Et on arrive à un lac glaciaire au bout de cette randonnée. Oui, c'est ça, il y a des morceaux de glace en fait dans le petit lac qui est au pied du mont. Donc c'est hyper impressionnant, c'est la première fois que je voyais ça. C'est aussi ce qui m'a beaucoup plu. En plus, il y avait des tracés gris sur la glace blanche. C'était vraiment des couleurs inattendues. Donc super. Et puis ce village le Mont Cook Village, c'est vraiment tout petit. Il y a quelques hébergements, il y a le fameux Hermitage Hotel. Et d'ailleurs, on conseille d'aller y manger ou peut-être de prendre le petit déjeuner parce qu'il y a une vue magnifique sur les montagnes. Est-ce que toi, tu avais fait d'autres choses dans ce village ? Alors j'avais fait le Visitor Center qui fait un petit peu musée également. Donc j'en ai profité comme il pleuvait et que c'était nuageux pour bien rôder le musée. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait de voir les premières personnes qui ont découvert le Mont Cook, qui ont essayé d'y grimper également, qui ont
fait les premiers chemins finalement pour accéder à cette région. Donc ouais, c'est super intéressant. Après, c'est vrai que c'est très limité. Voilà, quelques hébergements, un petit café et puis c'est tout quoi. C'est vraiment un espace pour la balade, la randonnée. Il y a aussi le centre dédié à Sir Edmund Hillary, la première personne à avoir gravi l'Everest. Et ça, c'est intéressant aussi pour en connaître plus sur lui et l'équipe avec laquelle il a grimpé. Ouais, tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup Laurine pour ce coup de cœur. Bah, merci à toi. Bonjour Johan. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quel animal natif de Nouvelle-Zélande? Aujourd'hui, je vous présente l'animal qui est sans doute le plus amusant de Nouvelle-Zélande. Enfin, amusant jusqu'à un certain point. On va parler du kea. En français, son nom, c'est le Nestor kea. Mais à quoi ça ressemble un kea? C'est un oiseau. C'est une des 3 espèces de perroquets endémiques de Nouvelle-Zélande. On le trouve que dans l'île du Sud, en forêt et en montagne. C'est sa particularité, c'est le seul perroquet de montagne au monde. Alors c'est un animal qui fait à peu près 45 cm de haut. Ça te parle peut-être pas trop encore d'à quoi ça peut ressembler, mais vu que c'est un perroquet, il a un bec très crochu et il a un dos vert émeraude qui est magnifique. Il a un ventre brun et le dessous des ailes qui est orange vif. Magnifique. Alors vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. On va mettre des photos sur notre site web et sur la page Facebook. Oui. Et les jeunes, ils ont la particularité d'avoir le contour des yeux et la mandibule inférieure, donc le bec, qui sont jaunes, et ça lui donne encore un peu plus de couleur chaude. Pourquoi tu disais qu'il était amusant, ce kea? Il est peu craintif et il est surtout très curieux. Donc il s'approche facilement, et la première rencontre sans doute que vous aurez avec un kea, si vous venez en Nouvelle-Zélande, ce sera sans doute sur un parking où il y a d'autres touristes. Et ils viennent par curiosité, ils viennent voir ce qui se passe, ils vont monter sur le toit, ils sautillent sur le toit, alors là on sort l'appareil photo ou le téléphone, on les filme, et puis on trouve ça rigolo, et avec leurs petits cris comme ça, et puis à un moment donné, ils vont commencer à s'attaquer aux antennes, ils vont s'attaquer aux caoutchoucs qui sont autour des fenêtres, aux pneus, et puis oui, et puis même aux essuie-glaces par exemple. Ils adorent tout ce qui est caoutchouc. Et alors là, on se dit quand c'est pas notre voiture, c'est rigolo, mais c'est moins quand c'est sa propre voiture. Et puis si vous avez le malheur d'avoir une portière ouverte, ils vont essayer d'entrer dedans. Et alors là, attention. C'est arrivé, ça arrive de temps en temps, et je me souviens de cette histoire. C'était un touriste écossais qui avait laissé son van ouvert et puis son portefeuille dans la voiture. Et le kea, il est entré dans la voiture, il est parti avec le portefeuille. Mais le problème, il est malin, c'est que pour le pauvre touriste, c'est qu'il venait de retirer de l'argent, il avait $1000 en liquide dans son portefeuille, et le portefeuille s'est envolé. Et puis plus récemment, une histoire qui était assez drôle. Puis en plus, vous pouvez le voir sur Internet. C'est un endroit où j'emmène de temps en temps les groupes en randonnée. Ça s'appelle Luxmore Hut sur le chemin de Kepler. Il y avait une famille qui voulait faire un selfie avec une webcam. Ils ont laissé la caméra en route, posé la caméra sur la rambarde. Le kea est arrivé, il a piqué la caméra qui tournait. Et c'est marrant parce qu'en fait, il l'a pris dans son bec, mais en ayant la caméra tournée vers lui. Donc on le voit qu'il s'envole, il s'est fait un selfie et toute la séquence a été donc enregistrée. Et il s'est posé à quelques centaines de mètres. On a retrouvé la caméra et la famille a posté ces images. C'est très drôle. Ouais. On la mettra aussi sur notre site alors. Ouais, ça c'est vraiment à regarder. Par contre, quand c'est moins drôle, c'est que quand on randonne, par exemple les gens qui font en Nouvelle-Zélande, qui sont dans l'île du Sud, savent que faut faire attention dans les tentes, tout ça. Ils sont capables d'ouvrir les tentes, ils vont fouiller dans les sacs et puis ils ont des becs très puissants et ils déchirent le tissu. Donc attention, c'est un animal qui est très intelligent. Il est classé dans les 10 oiseaux les plus intelligents de la planète. Et en fait, on estime qu'il a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. D'accord. Il est capable il fait des bêtises alors quand même. Voilà, il fait des bêtises. En fait, il a envie de savoir. Il veut goûter à tout. Il veut toucher à tout. Mais on a fait des expériences vraiment intéressantes un peu de puzzle, si on veut, d'énigmes à résoudre pour pouvoir avoir le droit à une petite récompense. Un peu tu veux dire qu'il est bon au Cluedo? Je sais pas si on a essayé cette expérience. Ce serait drôle d'essayer. Qui a tué le colonel Moutarde? Ah bah s'il y a peut-être de la nourriture au bout du jeu, peut-être qu'il est capable de résoudre une énigme, hein, c'est possible. Kaha the Kia was flying around, gnawed on my belt and my trousers fell down.
I was upset, my bare bottom was getting wet. But Kaha the Kia just laughed. On a fait par exemple une expérience où on lui donne un bâtonnet qui est assez court et il doit récupérer un peu de nourriture qui est au fond d'un trou. Avec ce bâton, il est trop court. Donc pour y arriver, il faut qu'il trouve un autre bâton plus long. Mais pour avoir ce bâton plus long, qui est dans une boîte, il faut qu'il jette des cailloux pour faire tomber ce bâton plus long. Donc c'est par étapes. Il a 8 étapes à effectuer pour pouvoir arriver finalement à récupérer cette nourriture. Il va y arriver. Il a un certain ordre et il arrive donc à résoudre ce problème pour pouvoir manger. Donc c'est une preuve d'intelligence très très grande pour un animal. Et c'est pas dangereux pour lui de goûter à tout, justement? Si, c'est bien le problème. C'est comme un enfant qu'on laisse dans une pièce, il veut goûter à tout, à ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Donc il y a des risques de s'empoisonner. Et c'est le cas. Beaucoup de Kéas souffrent ou meurent de cette curiosité. Quand on dit que la curiosité est un vilain défaut, ça s'applique aussi chez les Kéas. Donc il y a par exemple le plomb qui est utilisé dans la construction sur notamment la côte ouest, là où il se trouve. Il aime le plomb parce que c'est malléable, c'est un peu sucré pour lui, c'est comme si c'était un peu du chewing-gum. Et on en meurt, c'est un poison. Il y a aussi le problème avec le poison, le 1080 qu'on utilise pour tuer les animaux qu'on a introduits qui font beaucoup de dégâts sur la faune locale, les belettes, les furets. C'est un poison qu'on éparpille dans la nature et le Kéa, il est curieux, il veut y goûter. Donc ce qu'on a fait comme expérience, c'est qu'on a mis du poison comme ça près de carcasses sur lequel il se nourrit, mais le poison, c'est pas du vrai poison, il a la même couleur, la même odeur, mais il est juste sans poison, c'est juste comme un appât, mais dans lequel on a mis quelque chose de vraiment désagréable comme goût. Comme ça, on lui apprend quelque part à ne pas toucher à ce poison. Et ça marche? Ça marche pas très bien parce qu'il continue, il est toujours curieux, donc même quand il tombe sur quelque chose d'un poison, un vrai poison, il a tendance à goûter. Donc il y a d'autres moyens qu'on essaie de mettre en place pour freiner ça. Il est aussi capable d'ouvrir les pièges qui servent à tuer ses propres prédateurs. Il a 2 doigts opposés qui lui donnent cette agilité en fait. Et avec son bec puissant, il arrive à désamorcer les pièges, mais parfois il se fait aussi prendre par ses propres pièges. Et qu'est-ce que ça mange, un Kéa? Ils sont omnivores, donc ils mangent des fruits, des insectes, mais ils mangent aussi des carcasses d'animaux qu'on a introduits déjà il y a pas mal d'années, notamment en montagne. On va trouver les tares, c'est les chèvres de l'Himalaya, et puis des chamois. Et j'ai eu la chance de filmer pour la BBC il y a 2-3 ans. On est monté près d'un glacier et on a passé plusieurs semaines à les filmer. Donc il y avait une carcasse le tare, c'est une chèvre de l'Himalaya. Donc c'est assez gros. Je dirais en 1 semaine, il reste plus grand chose, et au bout de 15 jours, il reste que les os, quoi. Ils mangent tout. Et ils s'y mettent des fois à 10, 15 Kéa. Alors c'est rigolo parce qu'ils jouent en plus entre eux, ils se bagarrent, mais ils font des roulades dans la neige, ils se balancent comme des boules de neige aussi des fois. C'est vraiment des gamins. C'est vraiment très drôle à observer. Ça a dû être une sacrée expérience de pouvoir les filmer. Ah oui, c'était chouette. On n'était que 3 en plus, on dormait dans les tentes. On était Vous n'étiez vraiment pas attaqués, les tentes n'étaient pas attaquées. Il fallait toujours faire attention, mais même les caisses, on avait des grosses caisses qui servent à ranger le matériel, avec leur bec puissant. Ils ont pas réussi à l'ouvrir parce qu'il faut quand même beaucoup de force, mais ils les ont abîmés. Ouais. Et alors, fallait toujours faire attention aux tentes, toujours. Alors ces Kéa, où est-ce qu'on peut les voir, Johan? Il n'en reste pas beaucoup. On estime à peu près leur nombre à 5000, entre 4000 on va dire et 7000, uniquement dans l'île du Sud et dans la région montagneuse, d'accord. Ils sont protégés que depuis 1986. On estimait leur nombre avant à 150 000, donc vous voyez aujourd'hui il n'y en a plus que 5000. En fait, avant de les voir, on va surtout les entendre. Ils ont un cri très puissant qui fait Kéa, Kéa. Un peu ça, je l'imite pas bien. C'est pas mal, ouais. Mais eux, ils le font mieux. Et
ça vient de là leur nom. D'ailleurs, c'est de leur cri. Leur nom maori vient de leur cri. Et les meilleurs endroits pour les voir, je dirais, alors il y a le village d'Arthur Pass près du café. Là, ils sont toujours par là. Là, essayer de chipper quelque chose sur une table. Dans le village de Franz Joseph, on les entend et on les voit très régulièrement aussi. Autour du tunnel d'Homer, donc c'est sur la route qui mène à Milford. Là, il y en a très souvent sur les parkings. Ils viennent généralement aux horaires ou des bus. Ils sont malins. Ils savent. Et puis à Milford Sound aussi, on en trouve toujours. Donc la consigne, bien sûr, quand on les voit, prenez-les en photo, mais surtout ne tentez pas de leur donner quoi que ce soit. Faut surtout pas les nourrir. Et surtout, faites attention à votre portefeuille. Et si vous voulez avoir de belles images de ce qu'il y a, je vous invite à regarder le site internet de Johan. Travel Nature Photographie avec un y.com. Kaha the Kia, like shiny things, landed on Mom's shoulder and grabbed her earrings. Mother yelled out, "Oh, you cheeky thing!" But Kaha the Kia just laughed. Lucie revient dans cette émission pour nous parler du mot du jour. Quel est le mot que tu as choisi? Koha. Koha est un mot maori qui veut dire un petit cadeau ou paiement. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque pré-européenne pour les Maoris? Dans quel cas ils offraient ce koha? C'était surtout de la nourriture, des paniers tressés, des habits ou des bijoux. Par exemple, si une famille invite une autre famille chez elle, on apporterait un koha comme des kumara à l'autre famille pour montrer sa gratitude et respect. C'est ça. Alors les kumaras sont les patates douces qu'on trouve en Nouvelle-Zélande et ils apportaient ça en cadeau. Oui. Il n'y avait pas d'argent à l'époque, mais c'était leur façon de contribuer aux frais que ça engendre d'avoir plein d'invités à la maison. Oui, exactement. On trouve le mot koha encore très régulièrement sur des posters, des annonces d'événements. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours, un koha? Un koha, maintenant, c'est beaucoup plus de l'argent. Ça peut être $1, $2 ou plus. Et maintenant, c'est plutôt pour payer un spectacle ou un musée. C'est ça, et on utilise aussi un autre mot en anglais. Gold coin donation. Voilà, c'est donner en fait une pièce. Gold coin donation, vous verrez souvent ça en Nouvelle-Zélande. Un exemple, à Dunedin, on a Polyfest, comme dans plusieurs villes de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est Polyfest, Lucie? Polyfest, c'est un événement culturel maori pour les maternelles à l'école secondaire. Et rassemble plein de jeunes de toute la région pour aller sur scène et pratiquer les chants et danses maoris dans leur groupe de kapahaka. Et ça, c'est typiquement un exemple d'événement qui n'a pas un prix d'entrée particulier. On veut que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, on demande un koha, une participation qui, la plupart du temps, se fait sous forme donc d'argent avec des $1, $2, $3. C'est ça. Oui. Les koha. Donc vous qui allez visiter la Nouvelle-Zélande, vous aurez certainement l'occasion de laisser quelques dollars sous forme de monnaie, sous forme de koha. Merci Lucie. Merci. Et maman, t'oublies pas mon koha, hein? Ça peut être en chocolat? Mon coup de cœur pour cet épisode, c'est le spectacle WOW, World of Wearable Art à Wellington. Je suis allée dans la capitale il y a quelques semaines pour assister à ce spectacle fabuleux et j'avais envie de le partager avec vous. Le WOW, c'est un mélange un petit peu entre un spectacle du Cirque du Soleil, un défilé de mode et une compétition du costume le plus fou. Tout cela mis en scène avec son, lumière, plein de poésie et une originalité très kiwi. Alors c'est un spectacle qui a lieu tous les soirs pendant à peu près 2 semaines, donc entre septembre et octobre. C'est une histoire fabuleuse qui a commencé à Nelson, dans l'île du Sud, en 1987, avec la sculptrice Susie Moncrief, qui lance le concept du WOW, donc W-O-W, World of Wearable Art. Elle a lancé ce concept en invitant les designers à transformer l'art en mode. Le premier défilé a eu lieu sous un chapiteau à Nelson. Il y avait seulement 200 spectateurs et c'était un spectacle vraiment audacieux et visionnaire. En 1990, le spectacle prend de l'ampleur et il a droit à une plus grande salle, toujours à Nelson, avec cette fois 2000 personnes.
Et face à cette popularité croissante, on décide de produire ce spectacle, cette fois à Wellington, pour avoir accès bien sûr à plus de spectateurs, à une salle plus grande. Et depuis, le succès ne tarit pas. Le WOW est d'abord une compétition annuelle entre des designers de niveau international. Tout le monde peut y participer, il faut juste avoir plus de 18 ans. Et puis il y a certains thèmes chaque année. Et cela culmine dans un spectacle qui met en scène certaines des plus belles créations. Vous verrez, j'ai mis dans les notes du podcast le lien vers le site du WOW et vous pourrez y voir les vainqueurs de cette année. La prochaine émission aura lieu du 18 septembre au 5 octobre 2025. Et si ça vous intéresse, contactez-nous. On pourra vous organiser un séjour autour de cet événement. Vraiment à ne pas manquer. Voilà, eh bien cet épisode se termine. J'espère que ce voyage dans le pays du long nuage blanc vous a donné envie de revenir. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références de cet épisode dans les notes, notamment la fameuse vidéo du Kea dont nous a parlé Johan. Et si vous voulez profiter de l'expertise de Sandrine et toute l'équipe d'Antipode Travel pour organiser votre séjour, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie, rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Si ce podcast vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Laissez-moi des étoiles, laissez-moi des commentaires, écrivez-moi et surtout, commencez à préparer vos valises. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Il y a quelque temps, on est allé voir Polyfest, qui est une manifestation maori. Qu'est-ce que c'est exactement, Lucie ? C'est un réunissement de danse non. Dis pas réunissement, c'est mignon.